Bonjour chers auditeurs, Marie-France Guimaroche est très heureuse de vous retrouver ce matin dans les studios de Radio Grand Ciel derrière mon petit micro rouge pour une autre histoire d'en savoir plus. J'ai la très grande joie de recevoir ce matin dans nos studios du ROCAS le docteur Ali Afjeh qui est chef de service des urgences de Paris 2. Absolument Marie-France, merci, bonjour. Nous nous connaissons de longue date. Ah, oui, avec plaisir. Et mon nouvel ami Facebook, François Michalon. Bonjour François. Marie-France, bonjour et bonjour à tous. Ils ont écrit ensemble avec le docteur Alain Delabosse. Absolument, ouais. Burnout, le vrai du faux. Alors ça, c'est tout un programme. Tout un programme, oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé le vrai du faux, parce que le burn-out, on en entend de plus en plus parler, et ce terme burn-out est galvaudé, parce qu'on le met un petit peu, non pas à toutes les sauces, mais à tous les mots. Et par conséquent, avec le docteur Alain Delabosse, qui est lui créateur de la chrononutrition, qui s'excuse de ne pouvoir être là ce matin parce qu'il est en consultation. Par contre, nous avons le meilleur avec nous, le docteur Ali Afjeh. On en profite, il n'est pas là. On s'est concerté, on a dit on va mettre notre point de vue sur le burn-out. Moi, je ne suis pas médecin, je précise bien, ni thérapeute, mais je m'occupe de sportifs de haut niveau, de dirigeants pour améliorer leur comportement, leur performance, notamment sur un plan mental. Et ça marche. Oui, ça marche, oui, puisque j'ai eu de très bons conseils, effectivement. Merci, j'ai eu de beaux résultats et j'ai constaté, j'ai eu des sportifs ou des clients dirigeants qui étaient en approche d'épuisement ou de burn-out, et je me suis occupé d'eux. Et puis avec Ali, on se concertait de temps en temps, on a fait des choses ensemble. Vous êtes rencontrés comment ? Alors, voyons, c'est une bonne question comme ça. Si, on s'est rencontrés quand je faisais une conférence avec le champion du monde d'escrime, grâce à Dan Deville. C'était justement, à propos de grands sportifs. Oui, c'était le championnat du monde d'escrime. On avait un champion du monde. C'était il y a quelques années. C'était Brice Guillard. Voilà. Et ça a tout de suite accroché entre vous. Vous êtes dit, on va faire des choses, on se comprend. Disons qu'on a fait des choses. On s'est revus parce que nous avions quelques points. Enfin, nous avons d'ailleurs toujours quelques points communs qui sont, on va dire, entre autres des douceurs et de fait de profiter de la vie. Alors quand je dis des douceurs, c'est les choses épicuriens. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis voilà comment c'est parti, quoi. Non, puis nous, alors moi je suis assez aussi, j'avoue, un peu ouvert en discussion. François aussi. Et François a un chic aussi, c'est de mettre en relation les gens sans a priori, et puis ça marche pas. Alors bon, voilà, nous deux on s'est rencontrés, et puis il y avait le milieu sportif, parce que comme je suis médecin du sport aussi, ça m'intéressait. Je lui ai parlé un peu de tout ce qu'on rencontrait, et puis bon, après la sauce a pris et on a continué notre aventure comme ça. Vous parlez de douceur, mais ça vous arrive de faire des repas uniquement de dessert ? Ça vous a déjà tenté ? Ça dépend ce qu'on appelle repas. Je dirais qu'on a certaines adresses à Paris où, quand on prend un moment, on a tendance à essayer, mais... Alors c'est justement un de nos traitements. Voilà. Alors, vous voyez, ceux qui sont en burn-out, nous faisons faire un circuit culinaire. Génial, mais super. C'est une idée qu'on a eue une fois parce qu'on a discuté, mais vous m'en donnez une, franchement, allez prendre un moment de détente, on commence comme ça, avec une petite douceur. Et écoutez, je pense que, vous savez, ça détend déjà, au lieu de tout de suite, boum. Vous savez, c'est aussi des traditions dans certains pays, parce que en France, on l'a un peu oublié dans certaines villes et tout. Bonjour, vous voyez, tac, au travail, machin. Mais il y a des pays où, notamment la Perse d'où je viens, la Chine ou le Japon, etc., il n'est pas concevable, quand vous dites bonjour, de ne pas offrir quelque chose déjà. Et notamment, c'est souvent un thé ou un café ou une douceur. Et quand on reçoit quelqu'un dans sa maison, on lui offre du pain, du sel. Tout à fait, mais c'était des traditions aussi très très anciennes françaises, mais qu'on oublie parce que justement il y a ce stress qui nous suit, ou cette pression d'avoir tout de suite ce pourquoi on est venu. Non, il faut prendre le temps de l'humain et de rencontrer les gens, et c'est pour ça que nous nous sommes rencontrés. Il faut prendre le temps. Exactement. Sinon, c'est le temps qui vous prend. C'est ça le problème. Parce que combien de fois on entend des personnes, même moi, ça m'est arrivé, mais je fais attention à ça. Voilà, j'ai pas le temps. Or, on est bien là ce matin. On a tous des agendas qui sont remplis. Pourtant, on a pris le temps. Pourquoi on a pris le temps ? Mais je vous en remercie beaucoup, parce que j'imagine que ça ne doit pas être simple de venir de Versailles, de Paris. La route est longue, on a mis au moins tout ça. On est venu à cheval. Vapeur quand même, mais bon. Le pont de Chérisy avait été agrandi, m'a dit mon cousin qui en est le maire, au XVIIIe siècle, pour laisser passer les carrosses de Madame de Pompadour qui venait à Crécy-Couvet. Très bien. Elle avait déjà anticipé, tu vois.
vois, c'est ça. Oui, qui est oui, bien. il venait en carrosse, c'est le cas de le dire. Comme quoi, il faut prendre le temps. Bien Il sûr. faut prendre le temps, et quand on dit on est gourmand, à certains moments, on prend le temps de se faire plaisir. Est-ce qu'on Alors, se fait oui. suffisamment plaisir? J'aimerais dire quelque chose d'important là-dessus. Mais C'est-à-dire, Ali, bien sûr. Voilà, prendre le temps, c'est très important, comme il dit, mais effectivement, on ne se rend pas compte. On croit que si on prend son temps, on va perdre de l'efficacité dans le travail d'un objectif donné. Par exemple, vous allez, il faut absolument faire votre émission. Moi, il faut absolument que je travaille aux urgences pour voir tel patient et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient. Mais non, il faut à un moment donné, nous, avoir la conscience de prendre son temps va faire du bien pour la personne, pour soi, et puis aussi pour les autres, parce que vous apprenez en même temps que vous prenez votre temps. Donc, il faut prendre son temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut être lent, hein, que l'on se mette bien d'accord. Prendre son temps, ça veut dire prendre du temps pour discuter, avoir l'humanité qui est en face, un regard avec la personne, comprendre sa psychologie. Et d'ailleurs, là, avec l'épisode qui m'est arrivé, je prends mon temps pour écrire un petit livre qui s'appellera Médecin et malade, parce que j'ai été malade aussi. Donc vous voyez, donc c'est prendre le temps d'avoir une vision du malade et du médecin, pas seulement juste traiter ou soigner et hop au suivant. Et cette situation vous a appris des choses, Ali? Oui, ça m'apprend tous les jours. On apprend des choses, hein, de toute façon, Marie-France. Juste, je pense que il faut avoir l'ouverture d'esprit, les yeux, observer. C'est la première qualité d'un médecin, c'est d'observer. Donc il faut être à l'observation de la nature, des gens qui viennent vous voir. Ça vous donne déjà beaucoup de renseignements, comme un Sherlock Holmes. Ça, simplement, nous, on ne traque pas un meurtrier, mais on traque une maladie. C'est pire encore. Ah oui, Ça c'est peut bien, être bien pire. plus. Mon expérience du slow, c'est en Italie, le slow food. Oui. Et ça, c'était extraordinaire. Vraiment une expérience très enrichissante. Vous avez raison, on profite beaucoup plus des choses. Mon frère me dit qu'on est des picoreurs de bonheur, mais un petit café le matin au soleil. Oui. Oui, des plaisirs simples de l'existence. Enfin, plaisir, à condition que ça fasse plaisir. Il y en a qui vont pas aimer le café ou autre chose, mais c'est prendre le moment, et ça veut pas dire partir au bout du monde, ça veut pas dire perdre son temps, ça veut simplement dire tiens, on profite d'un moment. C'est comme tout à l'heure, je profitais de la vue parce que c'est agréable. Puis on réfléchit en même temps. C'est d'être peut-être plus attentionné aux petites choses de la vie aussi, parce que c'est vrai que tout va vite, tout va très très vite, donc j'ai pas le temps, on fait pas attention à tout un tas de choses. Or, la beauté est quand même tout autour de soi, et si on n'y fait pas attention, c'est un peu dommage, parce qu'on est nourri de ça, à condition d'en ait conscience. Bien sûr. Bien Et- sûr. Et il faut les rechercher, ces petites choses. Oui. Ça vient pas tout cru. Non, mais des fois, il y en a qui le sont, hein, mais encore faut-il être ouvert à cela. Mhm. Regardez ce qu'on nous reproche d'ailleurs, on dit les Français, alors, ils prennent leur temps pour manger, etc. Quand, vous savez, quand on compare un peu les pays, mais c'est aussi une des raisons pourquoi les Japonais, par exemple, sont vraiment très sérieux, tac, 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 tac. Et regardez, il y a plus de problèmes psychologiques, de dépression ou de suicide aussi dans ces pays-là. Ah, C'est si un- j'étais obligée de manger mes framboises avec des baguettes, moi aussi, je ferais des dépressions. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, parfois, c'est bien aussi d'avoir un peu de relâchement et de conscience de ce qu'on fait. Vous parliez, François, de se laisser aller. Oui. Se laisser aller, oui, c'est nécessaire, parce que aujourd'hui tout le monde est beaucoup trop tendu, tout le monde est sur la défensive ou éventuellement sous l'épuisement. On vit une période qui est ce qu'elle est, mais qui n'est pas évidente, parce que déjà il y a les attentats, déjà il y a les difficultés, il y a tous les changements qu'on est en train de vivre, un changement politique, économique, social, et l'être humain est un peu perdu. Donc il ne sait plus comment faire, il ne sait plus comment se positionner. Il fait beaucoup d'efforts, mais les efforts vont amener des contre-efforts, c'est fatigant, ça épuise. Il y a des moments où il est nécessaire de prendre son temps, de prendre le temps et de se relâcher, de laisser faire les choses. Puis tu disais aussi se sentir manipulé aussi, tu Oui, sais, dans la on voiture. on en parlait dans la voiture, effectivement, parce que Ça le nous burn-out, épuise un pour peu. revenir à ça, il y a plein de facteurs qui peuvent engendrer le burn-out, mais on s'aperçoit que, d'une part, il y a tout ce qui est nouvelle technologie avec les smartphones, qui sont des outils extraordinaires, Ça, c'est mais pour chronophage. lesquels c'est à la fois chronophage, et puis à laquelle on passe un temps considérable, et qui fait travailler le cerveau. Ça fait travailler Oui. le cerveau. Il ne faut pas oublier que le burn-out, ça vient quand même de la tête. Ça fait donc une surchauffe du cerveau, parce que la plupart des gens sont connectés non-stop sur leur smartphone pour savoir qu'est-ce qui se passe, alors que ça ne va pas changer grand-chose. Et puis il y a un autre élément dont on échangeait dans la voiture en venant, c'est sur le fait que les gens
constate de plus en plus qu'ils sont manipulés. Ils sont manipulables et manipulés, mais ça apparaît au plus grand jour. Et ça fatigue également, ça met une certaine pression aux gens parce que certains constatent qu'ils ne peuvent rien faire et qu'ils sont pris dans cette nasse et ils ne peuvent pas faire autrement. Mais c'est quand même extraordinaire. J'ai lu il y a très longtemps un livre de Jean Raspail qui s'appelle Cire. Et il expliquait, Jean Raspail, dans ce livre, qu'en fait nous étions archi manipulés. Il y avait un tycoon qui racontait tout son pouvoir, c'est-à-dire il disait « Vous mangez ce que je vous dis de manger à travers mes supermarchés, vous lisez, vous avez l'opinion que je vous donne à cause des journaux que je produis, tout, vous habitez dans des maisons que je conçois, vous roulez dans des voitures que je fais pour vous. » Je vous donne même le plaisir que j'ai envie que vous ayez quasiment. C'est ce que tu veux dire, Marie-France. Exactement. Oui. Et c'est quand même la pire. réalité, ça. Ah, mais complètement. Oui, c'est vrai. On est sous le boisseau de ces gens-là et il n'y a rien à faire pour s'en extraire. Alors, justement, oui et non. Nous, on a quelques solutions à en parler. Oui et non, très intéressant, les solutions. Oui et non, parce qu'effectivement, on vit dans cette société-là, donc on va dire comment faire, mais l'idéal, c'est d'avoir un pied dedans et un pied dehors. L'idéal, c'est de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on va nous dire. Du recul, donc. C'est à la fois du recul, je dirais de la hauteur, c'est pratiquer... Du scepticisme aussi, peut-être. Non, pas du scepticisme, c'est plutôt de vérifier peut-être l'information quand c'est vérifiable, parce que on peut vérifier une information, mais qui nous dit que ce que l'on va nous donner comme contre-information va être viable aussi, parce qu'avec Internet, on voit tout et n'importe quoi. Mais regarde un peu, on pense juste là-dessus les fake news que même au plus haut niveau, ils sont... Enfin, regardez, pour prendre l'actualité, ça va de Trump jusqu'à Pérou, machin, etc. Tout le monde... Et ils disent qu'il y a eu des fake news sur moi, sur lui, etc. Enfin, tout le monde a des fake news. Alors, donc, pourquoi ? Parce que les médias et les réseaux sociaux sont tellement rapides, sont plus rapides que l'information elle-même, parce que tout le monde est interconnecté. Donc, c'est le bien d'un côté et le mauvais côté de l'autre côté, hein. C'est-à-dire que vu qu'il y a trop d'informations, il peut y avoir aussi des fausses informations. Avant, c'était un journaliste qui faisait une enquête, qui avait une semaine pour faire ci, enfin c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et la rumeur, c'est là, mais voilà, terrible. Après il y a la rumeur, il y a tout. Il est facile de mettre le feu aux bruyères, mais il est très difficile de l'éteindre. Voilà, c'est très compliqué. Et souvent l'homme a tendance à dire du mauvais de son prochain que de dire du bien. Mais bien sûr. Et c'est donc facilement transportable. Alors, vous voyez, et puis quand il meurt, c'était vraiment quelqu'un de bien. Alors, non, faites-le quand il est vivant. Je dis toujours, dites quelque chose que vous aimez maintenant. C'est pas la peine d'attendre qu'il parte. Mais je voudrais juste dire quelque chose que vous allez faire même comme test. Quand l'impression que vous avez avec les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a, vous voyez, quand vous prenez votre smartphone, d'ailleurs je l'ai fait puisque quand j'étais malade la nuit je le faisais et j'écrivais dessus. Donc on écrit des textes, c'est plus facile que l'ordinateur. Mais mettez-vous dans le noir pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous jouez avec vous tapez, même pas jouer, mais vous écrivez sur votre téléphone et vous l'éteignez. Avant de juste dans le noir, vous allez voir votre rétine et vos yeux vont avoir beaucoup d'impulsions de nouveau. Partout, vous allez voir des éclairs blancs. Vous avez tous peut-être déjà fait cette expérience. Et fermez les yeux, vous allez voir dans le noir, vous allez avoir plein de sentiments pendant à peu près 2, 3, 4 minutes. Vous imaginez un petit peu, donc c'est votre cerveau, c'est vos yeux qui sont en relation directe avec les... Et voilà, vous allez avoir plein de petites taches blanches qui vont avoir et jusqu'à ce que ça vous calme de nouveau. Mais donc, vous voyez, il y a vraiment une impression physique de ces outils. C'est pas uniquement psychologique, hein, il y a un truc qui marque. Donc, faire attention quand même et y aller doucement. Le burn-out, chers amis, le vrai du faux. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce livre d'abord ? Alors, moi personnellement, côté médical, donc en fait, juste pour situer les choses, on est un peu complémentaires. Donc il y a Alain Delabou qui lui était plutôt nutritionniste, hein, dire les choses comme elles sont, et il s'occupait d'autres aspects, et on lui a demandé... La chrononutrition. Oui, c'est-à-dire qu'en fait c'est quelqu'un qui dit, en gros rapidement, il dit pas ce qu'il faut manger moins ou plus, etc. Mais c'est plutôt dans la journée et s'adapter à chacun de votre constitution, comment vous développez, comment vous êtes dans la journée, etc. C'est manger tout normalement, mais à des moments précis, à des horaires. Et donc il vous équilibre tout ça. C'est une sorte de méthodologie, c'est-à-dire que
Il dit vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais par contre, il y a des horaires, il y a des moments plus précis que d'autres. Et lorsque vous mangez cela au bon moment, eh bien, ça permet de retrouver une forme initiale, un poids initial. Et c'est pour ça qu'il dit je ne suis pas là pour faire mincir, je suis là pour vous redonner le corps dont vous avez besoin, le poids que vous avez besoin en fonction d'un certain nombre d'éléments. Et il a mis ça au point parce qu'il est à la fois gériatre et à la fois nutritionniste. Et il a expérimenté sur ses patients, donc il a plusieurs milliers de témoignages. Et aujourd'hui, Alain a vendu quand même 1 500 000 livres de la chrononutrition qu'il a décliné ensuite sur pas mal d'autres thèmes. Et on s'aperçoit que la nourriture a une incidence sur le comportement, sur l'état d'esprit. Sur l'humeur, tout chacun. simplement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a intégré avec nous. Et Absolument. puis Ali, je vais le laisser parler parce qu'il a son expérience. Oui, alors non, mais voilà, je présentais juste. Donc François a parlé de cette partie nutrition dont on s'est dit, ce serait peut-être intéressant de l'incorporer. Il a donné quelques exemples et quelques conseils. François, il va en parler tout à l'heure, mais je préfère le dire aussi là. Et lui, il s'est présenté tout à l'heure. Il a cette formation de coach, mais aussi d'aide, un conseil pas mal à des gens qui sont des sportifs de haut niveau, de dirigeants d'entreprise, mais aussi à chacun qui peut aider. Oui. Un coach du cerveau. Quasiment. Ouais, oui, je retire juste le mot coach que je n'aime pas parce que c'est un terme qui est galvaudé. Oui, c'est vrai. Donc je dirais plutôt conseiller parce que j'ai un point de vue, j'ai une expertise sur chacun des individus, ce qui permet de gagner du temps. Et puis voilà. Mais effectivement complémentaire avec ce que peut faire Ali. Voilà. Et puis enfin, moi qui étais médecin aux urgences. Alors on pourrait se dire, tiens, pourquoi aux urgences? Eh bien, écoutez, figurez-vous que dans mon expérience depuis les 20-30 ans qui viennent aux urgences, eh bien, on voit des gens parfois qui viennent pour une douleur thoracique, une douleur au ventre, qui reviennent. Alors avant, nous, enfin même aux étudiants, je leur dis quand ils reviennent, c'est un peu dangereux parce qu'il y a quelque chose quand même qu'on n'a pas vu. Bon, alors ces personnes qu'on revoit, dont on fait les examens complémentaires approfondis, par exemple, supposer qu'il ait eu une douleur thoracique, le cardiologue l'a vu, l'échographie, même éventuellement la coronarographie, tout est fait. Je vous ai vu aux urgences, Ali, vous appelez ça le tour du pâté de maison. Voilà, exactement, on a fait le tour du pâté de maison. Et on voit que on l'a découpé en tranches, si on veut, quasiment. Et on a dit, bon, écoutez, heureusement, d'ailleurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un examen tomographique. Voilà, vous n'avez pas, un infarctus, vous n'avez pas eu de problème d'ischémie, etc. Bon, bref. Et donc, à ce moment-là, ils reviennent et au décours d'une discussion, j'ai perdu ceci, je suis pas bien au travail. Et il y a des pleurs qui peuvent arriver aux urgences parce qu'en fait, venir aux urgences, on sait que la personne, on la reverra peut-être pas forcément, le médecin. On vient là aussi un peu en dernier recours parfois. Ça peut être un dimanche, un 15 août, etc. Ou à Noël, ça arrive aussi. Et d'ailleurs, pendant les périodes de vacances, il y a beaucoup de personnes qui sont déprimés qui passent aussi aux urgences, donc faut le dire, parce que les autres s'amusent et les gens qui sont seuls, eh bien, écoutez, il faut bien qu'ils se confient, donc parfois il n'y a personne, donc tout est fermé, sauf les urgences. Et donc nous, on en a. Et donc du coup, je me suis dit, il y en a plus qu'avant, mais franchement, il y en avait plus que les 20 dernières années. Vous me disiez que vous étiez effaré d'ailleurs du nombre de gens qui venaient, oui, et qui en fait ne dépendaient pas franchement des urgences. Non, ils ne dépendent pas des urgences physiques, si vous voulez, dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui nécessite un traitement immédiat. Il y a de moins en moins de médecins de ville aussi, c'est un problème. Il y a de moins en moins de ça, médecins de ville, il y a moins en moins aussi de personnes qui sont à l'écoute, vraiment. Et alors nous non plus, il faut s'autocritiquer, on n'est pas toujours à l'écoute, parce qu'aux urgences, il faut l'avouer, que les collègues, les infirmiers sont tout le monde débordés, parfois de personnes justement qui viennent, et donc un flux qui augmente, et quand même 17 millions de passages aux urgences par an en France actuellement, il faut le savoir. Donc 17 millions. Oui, un cinquième de la population passe aux urgences tous les ans. Donc oui, il y a pas mal de gens et qui affluent. Et donc, on n'a pas toujours le temps aussi de s'en occuper. Mais moi, j'essaye de prendre le temps de discuter avec les gens, justement ce qu'on disait au début, et de prendre son temps. Et donc, du coup, ces choses-là, les gens se confient. Et donc, j'ai vu ces problèmes aussi. Je sais pas, il faut pas les balayer d'un revers de main. Il faut s'y attacher et aider ces gens-là aussi, parce qu'ils viennent. Il y a quelque chose, il y a une raison. Moi, je dis que ils viennent pas
pour des bobos aux urgences. Il faut de toute façon avoir une réponse. Que ce soit un bobo ou pas un bobo, ils viennent là parce qu'ils ont un problème. Donc de toute façon, ils n'ont pas pu trouver. Que ce soit des problèmes stupides ou des problèmes plus importants, il faut quand même y répondre. Donc voilà. Je vais quand même faire une petite réflexion très personnelle, puisque on s'est connus parce que j'accompagnais quelqu'un aux urgences chez vous. Oui. Et je dois dire que ce quelqu'un, il suffisait quasiment qu'il vous voie, que vous parliez avec lui, Oui, et il allait beaucoup mieux en partant. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce que vous dites. Il y a quand même une véritable mission. Oui. Il y a une mission. Il y a une mission sourire, si vous voulez, pour égayer les choses. C'est une mission sourire aux urgences. Tout le monde doit sortir avec le sourire des urgences chez nous. C'est ce que moi je préconise tout le temps. Il ne faut pas rester dans le martyrisme, enfin une sorte de dépression parce qu'on vient aux urgences et déjà l'angoisse, déjà la douleur. En plus, si nous on doit en rajouter. Non, quoi qu'il arrive, il faut garder le sourire. Et même s'il y a un arrêt cardiaque, le sourire. Et après, ça ira beaucoup mieux. On fera quelques petites défibrillations. C'est vrai, ça pourrait être pire. Hein. Ça pourrait être bien pire. Hein, on pourrait... Non, mais donc il faut pas laisser tomber le côté humain encore et le côté une approche humaine parce que ce sont des gens qu'on traite. Mais il y a longtemps que vous écrivez là-dessus parce que j'ai vu dans votre salle d'attente des petits enfants avec votre livre de Docteur Baba. Et ils étaient passionnés, ça. Oui, ça m'a passionné parce que je trouvais que c'était une bonne chose que d'aider. J'ai créé un personnage qui s'appelle Yuki le petit panda. Et Yuki le petit panda, c'est très simple, c'est contre le stress et la douleur des enfants aux urgences. Pas en France, mais partout, que ce soit à Paris, à Dreux ou à Jakarta, à Moscou. Nous avons créé un petit livret. J'ai fait une petite aussi sur Internet. J'ai fait un petit site et aussi un jeu pour que les enfants, quand ils viennent, avec le personnel soignant, les parents, ils peuvent passer 1 heure en jouant, en se déstressant quelque part, parce que vous savez que les enfants souvent ils sont stressés à cause des parents et des personnels qu'ils voient, c'est-à-dire ils pleurent de toute façon pour parfois pas grand-chose, pas pour la douleur, mais parce qu'il y a l'inquiétude, la peur. Et donc si on a à arranger ça, je pense que le personnel soignant est content parce qu'il déjà pleure pas, c'est plus agréable de voir ce qu'il a. Deuxièmement, les parents sont plus calmes et donc le traitement va aller de mieux en mieux. C'est pour ça qu'il faut d'abord traiter le côté humain et hop, après, côté physique aussi. Le côté humain, lors d'une de vos missions, vous disiez avoir fait des merveilles avec un énorme kilo ou 2 kilos de bonbons Haribo. Les souvenirs du tsunami, ça. Ça, c'était formidable quand même. Ça, c'était formidable. Oui, c'était à cause de mon épouse d'ailleurs, parce que je m'étais battu pour pas l'emmener, mais elle m'a mis dans les bras 1 kilo de fraises Haribo, je sais plus quel bonbon. Oui, je me rappelle très bien. C'était un bac rond et je l'avais emmené. Et je dis mais j'ai pas emmené ça parce que comme je fais médecine de catastrophe, j'étais parti avec à cette occasion avec Lord de Malte en Inde du Sud et il y avait 1 kilo de bonbons dans la main. Et donc c'est bien de le répéter parce que ça va ça m'avait frappé, tout le monde. Et voilà, j'ai emmené ça et on arrive dans le village. On avait décidé de soigner 3 villages, nous pas aller en plein milieu. Les 3 villages abandonnés où personne n'était allé, donc c'était mieux d'aller là que d'aller sur le centre où il y avait Médecins sans frontières, etc., Médecins du monde. Et on est arrivé sur cette village côtière qui ressemblait avec une plage, du sable fin, des palmiers et puis derrière des cultures. Donc vous voyez un peu cette petite bande. Et là, ils étaient tous réunis. Il y avait 80, 90 peut-être personnes dans ce village. Il y avait au moins une trentaine, quarantaine d'enfants. Et je ne sais pas ce qui m'a appris. J'ai ouvert mon truc de bonbons pour distribuer parce que j'avais rien à faire d'autre. Alors bon, vous voyez, ils étaient pas mal, mais ils étaient tristes. Ils avaient des petits soins à faire, mais c'était pas quelque chose d'extrêmement grave. Et donc j'ai ouvert la boîte et les enfants sont arrivés. Et quand les enfants sont arrivés, je me suis dit, oula, si je laisse la boîte ouverte, il va plus en rester. Donc je partageais les bonbons 2 par 2. Alors je sortais 2 par 2, les mains tendues et top, de bonbons. Et je vous jure que la dernière main, il y avait les 2 derniers bonbons qui restaient. Donc c'était une main qui restait avec 2 bonbons qui restaient. Elle est bien votre épouse quand même. Ah oui, si c'est pas un signe, ça. Écoutez, moi je connaissais pas ce village, j'avais rien et il y avait au nombre d'enfants pour le nombre de bonbons. J'ai dû remercier mon épouse avec qui je m'étais battu pour pas emmener ce kilo. Comme quoi.
Et nous allons nous retrouver bien sûr pour une seconde émission, naturellement. François Michalon nous parlera encore de son livre et il va nous le disséquer, ce bouquin, parce que chance, ça, François. c'est formidable. Et puis, vous nous parlerez aussi de votre fameuse moto, bien sûr, Ah oui, Ali, d'accord. Bon. qui va Je- avoir une longue carrière devant elle, j'imagine. J'espère. J'imagine. J'espère. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. À bientôt, chers auditeurs. Merci encore. à Merci Émilie beaucoup. Glory, directrice d'antenne de Radio Grand Ciel, qui a enregistré, qui réalisera cette émission. À bientôt. Au revoir, François. Merci. Au revoir. à tous. Merci, Au à revoir, bientôt. Ali. De toute façon, oui, ça nous a fait très plaisir. Au revoir.